Alors, je suis Samuel Bourri, je suis cofondateur de Ublim, donc je vais vous en parler un petit peu de ce que c'est. Si je me mets là, ça va pour la captation? Et tout le monde entend, c'est bon? Donc moi, je suis très content d'être là parce que j'étais sur les bancs de la formation il y a quelques années, en 2009, où j'ai rencontré mon associé Olivier, avec qui on a créé Ublim. Par contre, à l'époque, j'étais ingénieur de formation, et puis pour moi, le marketing, c'était ce qu'on enseignait chez les ingénieurs, savoir c'est la publicité. Donc là, on a vu quand même que c'était pas du tout ça, et là, c'était un choc pour moi, et ça nous a poussé à développer notre activité qui s'appelle Ublim. Alors, comment ça marche ce truc? Voilà, donc ça c'est moi, je suis normand, je suis pas vraiment X, Y, c'est-à-dire que je ne passe pas 2 heures par jour sur Facebook. Je suis pas vraiment X non plus parce que j'utilise pas mon agenda papier, j'utilise quand même Google Agenda et d'autres outils numériques. Donc je suis un peu entre les deux. Donc ça c'est assez marrant parce que c'est ce qui me caractérise. Et c'est pour ça que dans la technologie d'ailleurs, il n'y a pas que de la technologie que vous voyez comme technique, de la technicité on va dire, il y a aussi du marketing. C'est un peu ce qui me caractérise. J'ai passé 10 ans chez Thales dans le spatial et puis donc là dans 5 ans dans la nouvelle économie. Je dirais que je suis un créatif un peu matheux, un peu logique quoi. Donc et mon leitmotiv, c'est de créer et gagner en équipe. Donc là, vous voyez mon équipe, voilà, qui est en train de bosser pendant que moi, je suis en train de faire le clown avec vous. Là. Voilà, pour m'introduire. Donc là, Ublim, en quelques mots, on fait une technologie de réalité augmentée. Donc on va parler aujourd'hui, pendant les quelques minutes qui viennent, et j'espère que vous aurez encore toute mon attention avant le week-end, d'Internet des objets, de réalité augmentée, tout ce qui va changer la relation client. Tout ce qui change déjà la relation client. Nous, on a changé la relation client, on change même la relation usager dans l'industrie, donc on met ces technologies de tag ou même de reconnaissance d'objets dans la main des utilisateurs pour pouvoir, par exemple, scanner sa machine Nespresso, pouvoir commander des capsules, avoir un SAV, un lien avec le SAV ou la notice. Voilà. On amène le digital à la maison, on l'amène dans l'usine, on l'amène un petit peu partout et malgré nous, alors je ne vous raconterai pas l'histoire de Ublim parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. On a lancé la carte de visite connectée, le biscuit connecté l'an dernier avec Clinique Pasteur et Poult. Et la carte de visite connectée que vous pouvez faire sur ublim.com, ça a été un peu pour nous quasiment une révolution parce que c'était l'introduction de la réalité augmentée sur notre technologie dans l'univers de chacun. C'est-à-dire que chacun peut faire sa carte de visite sur ublim.com. Et quand on est passé à Télématin en 2014, on était quand même pas loin du crash de la boîte parce que c'était quand même chaud de trouver notre modèle économique avec ce type de technologie. Eh bien, il y a les équipes de Total, les équipes de Pierre Fabre qui ont vu ça à la télé, qui se sont fait leur carte de visite, qui l'ont montré au board, donc au grand comité de direction, et puis c'est là que ça a commencé à partir dans tous les sens. C'est-à-dire cette technologie-là, je la veux dans mon usine, ou je la veux dans mon hôpital, je la veux pour faire tel ou tel usage. Et les usages ont commencé vraiment à répondre à partir de cette date-là. Donc on n'a pas 5 ans, on va dire qu'on a 2 ans presque, puisque ça a été la révolution l'an dernier. Alors la relation client, bon, moi je ne veux pas faire mon prof, je ne suis pas académique, je suis plutôt entrepreneur. Mais pour moi, c'est quoi la relation client? Est-ce qu'elle a changé? Donc pour moi, la relation client, dans ma vision de petit enfant, c'était ça. Voilà, c'était le SAV, le support client, le dépanneur Darty ou qui vient installer ou qui vient répondre aux problématiques. Donc une présence physique, le high touch, comme on disait tout à l'heure. Darty maintenant a quand même un peu changé ses canaux de communication, malgré les réseaux sociaux et tout ça. Ils ont introduit un premier bouton, un petit bouton connecté qui s'appelle le bouton Darty et qui en fait s'installe chez vous et permet en un clic, ce bouton, qui n'est pas du tout relié à votre ordinateur, il communique avec Darty, vous permet de vous faire rappeler si vous avez un problème chez vous. Donc vous imaginez Madame Michu qui doit faire installer une application mobile sur son smartphone, là ils ont complètement levé la friction et ils ont dit voilà, vous le recevez dans votre courrier, sur votre boîte à lettres et vous l'installez chez vous. Et là ils ont été très surpris parce qu'ils ont vendu 30 000 en 10 mois, ils en espéraient 10 000, donc ça a dépassé toutes leurs espérances. Et d'ailleurs, toute l'organisation derrière de l'équipe innovation a été chamboulée parce qu'il a fallu mettre en place un support, une équipe commerciale, et puis ça a commencé à prendre. Donc là, on est à gauche sur la partie vraiment traditionnelle, à droite sur les nouvelles technologies qui vont vous apporter du relationnel à domicile. Donc vous avez à côté de votre frigo un vendeur Darty, quasiment, qui a capté de la donnée et qui va permettre d'établir le lien entre le consommateur et la marque. En fait, la relation, elle n'a pas changé, c'est plutôt, je dirais, le client qui a changé. On en parlait tout à l'heure. Et je pense que maintenant, les nouvelles générations arrivent et à des stades décisionnels. Donc, les jeunes que vous êtes qui êtes nés dedans, certains sont déjà en poste à changer les entreprises et à les introduire au bon niveau.
Alors le nouveau consommateur, il est exigeant, effectivement, dès qu'il n'est pas content, il le fait savoir, et ça, effectivement, dans la relation client, il faut le gérer. Alors ça, c'est pas moi, c'est pas mon boulot, je suis pas community manager, mais effectivement, on en parlait tout à l'heure avec Vincent Bonnet sur le Stade Toulousain, il faut désamorcer les tensions, et elles s'expriment assez instantanément. Ce qui est assez marrant, c'est que des fois sur les sites de vente en ligne, il y a des commentaires qui sont négatifs. Il y a des commentaires aussi qui sont très positifs, et les commentaires positifs peuvent faire baisser les ventes. C'est trop emphasé, trop positif, et donc il faut faire très attention à ça. Bon, je pense que toi, tu es spécialiste, Andreas, de ce genre de problématique. Bon, là, ça, c'était pour caractériser, on va dire, le nouveau consommateur. Il est surinformé, donc là aussi, il utilise tous ses moyens pour acheter. Il faut savoir quand même que maintenant, magasin, on va plus voir le vendeur. Hein, c'est vrai qu'on a tout dans la poche. Et bah, malgré tout, malgré tout, le web roaming, alors je ne sais pas ce que c'est le web roaming, c'est je me renseigne sur Internet, je vais acheter un magasin. Le show roaming, c'est un petit peu le dispositif inverse, c'est-à-dire je fais le tour du magasin, je regarde le produit, je le prends dans la main et ben je vais acheter en ligne. Et bien malgré tout, le web roaming est supérieur au show roaming. C'est-à-dire qu'on a plus de phénomènes de web to store que de store to web. Ça c'est marrant. Ouais, c'est surtout parce qu'on a envie de ressortir avec le produit et puis voilà, c'est organique, c'est expérientiel. On passe plus de temps à s'informer chez soi et c'est pas plus mal. Il veut immédiatement. Donc là, sa petite. Bon, on veut tout, effectivement. Amazon va lancer la livraison par drone. Voilà, il l'avait annoncé en 2014. Je ne sais pas si c'est encore le cas, enfin si c'est encore d'actualité, mais ils annonçaient en livraison en 30 minutes de produits frais. Et c'est les générations qui veulent ça. Elles veulent tout maintenant, tout dans la main. Si on pouvait prendre son téléphone et puis effectivement. Se téléporter, avoir directement tout, télécharger son vin. On avait des caricatures, on mettait un dongle USB dans son PC et le vin sortait directement. On en est arrivé à ça. Et ça va arriver. Donc il faut traiter avec tout ça, avec le nouveau consommateur. Et je dirais, nouveau consommateur, enfin les technologies qui arrivent, on parle de technologie Web 3. Donc le Web 3, c'est en gros les technologies qui arrivent dans le monde réel. C'est-à-dire que on n'est plus face à son PC, on n'a plus d'interface quasiment avec le digital, ça va venir s'afficher devant vous dans le monde réel. C'est-à-dire que là, je vois des gens qui prennent des notes avec des iPads, il y en a qui prennent des notes sur le papier, demain, vous prendrez les notes sur le bureau, ça sera intégré. Et ça va parler à toutes les générations. C'est aussi important, c'est que les anciennes générations vont plus être dépassées par les technologies, il n'y a plus d'écran. Le bouton Darty, je suis Madame Michu, je sais comment ça marche, il suffit d'appuyer sur un bouton. Ils ont adapté l'interface. Donc Internet arrive dans le monde réel. Et je dirais aussi autre chose, c'est pour les applications B2C, B2B. Donc moi je le vois, on voit clairement, enfin j'écris pas ça en ayant des théories, je le vois, je le pratique. Ce qui est valable dans le monde, dans la grande consommation, arrive dans le monde professionnel. D'ailleurs, tout professionnel se cache un consommateur, comme toujours. Donc quand on parle au B2C, on arrive très rapidement à parler au B2B. Et j'expliquais tout à l'heure, chez Airbus, il y a 3 ans, on introduisait les iPads. On était vu quand même comme quelque chose d'assez ludique. Alors, ils vont passer du temps sur Internet, on va pas se demander, on va essayer de maîtriser un petit peu les usages qu'en font les opérateurs de montage. Bon, ce qu'ils faisaient, eux, c'est qu'ils amenaient leur smartphone, ils prenaient en photo, ils allaient sur Google. Airbus ne leur proposait pas d'utiliser leur outil, mais ils le faisaient quand même. Et puis maintenant, c'est une obligation. Dans les usines, les tablettes arrivent. Alors, plusieurs technologies. Donc, on va parler de réalité augmentée. Je ne sais pas si tout le monde sait ce qu'est la réalité augmentée. Qui ne sait pas ce qu'est la réalité augmentée? Voilà, donc je pense que... D'accord. Vous avez entendu parler de Pokémon Go? Oui? Voilà, donc maintenant, quasiment tout le monde sait ce qu'est la réalité augmentée, c'est superposer du digital, des éléments, des informations virtuelles sur le monde réel à travers un écran. Ça peut être à travers des lunettes. Donc il y a Google Glass qui a lancé ça il y a 3-4 ans, c'était un peu trop tôt. Ils ont essayé d'évangéliser, mais les usages n'ont pas percé plus que ça. HoloLens ça arrive, enfin Microsoft avec HoloLens bientôt, où on pourra regarder en réalité augmentée des écrans virtuels dans son environnement personnel. Bon. Pokémon Go, phénomène mondial, on reviendra un tout petit peu dessus. Dans l'industrie, bon, nous avec des tablettes, avec des lunettes, on arrive dans le B2B au niveau de la réalité augmentée et l'Internet des objets plus généralement. Les objets se connectent, que ce soit les montres, mais aussi il y a tout un tas de capteurs qui arrivent pour augmenter la ville, pour augmenter
Donc là, la ville, on a une boîte sur Toulouse qui s'appelle Kawantech qui fait des lampadaires à LED qui détectent en fait le passage et qui adaptent en fait la luminosité en fonction de l'affluence. Donc ça devient intelligent. Donc les mots-clés, réalité augmentée, Internet des objets, Smart Factory, Smart City, Smart Home. Alors en fait, ces technologies-là vont introduire quoi? Vont introduire une relation continue, en fait, pour mieux communiquer, mieux vendre, mieux fidéliser, mieux produire. Alors c'est très, très barbare, on va aller dans le concret. Alors, la présentation, je ne vais pas théoriser, je vais vous montrer des exemples et on va interagir pour ça, pour voir un petit peu si vous avez des choses à apporter. Pokémon Go, en fait, c'est un phénomène assez mondial puisqu'ils ont lancé ça début juillet. Ils ont eu 50 millions de téléchargements en 3 semaines, donc c'est assez mondial, c'est assez conséquent. Qu'est-ce qui s'est passé? Grâce à cette création de trafic, on se dit ça a généré énormément de trafic pour Nintendo. Effectivement, Nintendo avait visé ce dispositif pour aller sur le mobile. C'est quand même la première fois que Nintendo va sur le mobile. Et là, ils ont complètement réussi, avec l'aspect nostalgie et un peu waouh. Ce qui s'est passé, c'est que, et le prix de l'action d'ailleurs a doublé en juillet, ça c'est la petite anecdote. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il y a tout un tas de gens qui ont pu profiter de ce phénomène-là. Je ne sais pas si à travers votre fenêtre, vous avez vu des communautés commencer à passer autour de chez vous, essayer d'attraper ces petits monstres. Et des commerces ont réussi à en profiter en termes de trafic. Et ce marchand de glace aux États-Unis qui allait fermer, il avait des problèmes de santé. Et bien, grâce à ce dispositif, ça a recréé du trafic. Il a pu se refaire financièrement et relancer son activité. Il y a même une petite fille à côté d'un Pokéstop qui a monté un marché de citronnade. Elle a profité de l'affluence et puis elle s'est fait son petit business. Elle avait 12 ans. C'est assez marrant. Donc là, on est vraiment sur la communication parce que la partie réalité augmentée va permettre de générer du trafic, de mieux communiquer et de mieux analyser aussi parce que le digital apporte, comme on disait tout à l'heure, une captation de données. Et donc, avec cette captation de données, on va pouvoir mesurer tout un tas de choses. Nous, on a lancé Biscuit Connecté l'an dernier pour la COP 21. Donc là, c'est assez marrant. Vous testerez, vous téléchargez l'application YouBlim, vous pourrez tester. Ça fait parler le biscuit en anglais, en français, c'est assez ludique. Et ça montre les informations nutritionnelles. Donc là, ce qui était assez marrant là-dessus, c'est que on a distribué 3000 biscuits, on a eu 3000 scans. Bon, peut-être pas autant de bonhommes, de gens qui scannent que de biscuits, mais ce qui est intéressant, c'est que le biscuit se met à parler. Donc ça touche cette information interactive, le fait d'avoir le biscuit qui parle, je me suis rendu compte auprès des enfants, auprès des gens qui ne savaient pas lire, que ça apportait un autre regard sur le produit. C'est quoi le label bleu blanc cœur? Mes enfants m'ont dit, mais c'est quoi le label bleu blanc cœur? Qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est quoi les informations nutritionnelles et tout ça? Puis ils ont 6 et 8 ans, donc ils sont quand même pas tout jeunes. Donc, grâce à ça, nous, on a pu mesurer l'impact, on a pu mesurer où est-ce que le biscuit a été mangé, où est-ce qu'il s'est connecté. On a vu des pics d'affluence sur le lancement du biscuit. Ça, c'est intéressant. On ne fait pas du big data, nous. On ne met pas un moteur d'intelligence artificielle derrière, mais il suffit de consulter comme un Google Analytics, faire une analyse relativement fine pour s'apercevoir qu'il y a des choses assez sympas. Là aussi, sur la réalité augmentée, on a quelques... Je ne sais pas si vous connaissez Fittingbox. Alors là, c'est pas Fittingbox, mais Fittingbox, c'est une start-up toulousaine qui fait l'essayage de lunettes. Donc on met son smartphone devant et puis on peut essayer des lunettes. Donc là, la réalité augmentée, ça vous permet en termes de relation client d'avoir une relation personnalisée et de faire votre choix avant d'aller au magasin. On est vraiment sur avant la vente, hein, ici, sur ces cas-là. Et là, L'Oréal, c'est pareil. On peut tester son maquillage. Ça, c'est flagrant, ça reconnaît votre visage. Et vous pouvez tester le maquillage et aller l'acheter au magasin. On peut... Bon, il y a plusieurs stats qui nous parlent. Il y a plusieurs millions de téléchargements de cette application. Il y a très peu de stats sur les ventes via la mobile. Mais par contre, il y a beaucoup de buzz derrière. Il y a beaucoup de flux social media, du Twitter, du Facebook. Ça génère vraiment une communauté, ça fédère une communauté. Donc on ne peut pas dire que la réalité augmentée soit encore non plus massif, mass market. Mais grâce à Pokémon Go, je pense que ça le devient. Puisqu'il n'y a plus qu'une seule personne dans la salle qui ne connaît pas vraiment la réalité augmentée, donc c'est une bonne statistique. Ikea avait aussi lancé la réalité augmentée chez soi. On pouvait, avant d'aller acheter un meuble, on pose le catalogue par terre, on télécharge l'application, avec sa tablette, on essaye le meuble chez soi. Donc on positionne un sofa, on positionne un placard, la fameuse bibliothèque Billy pour les étudiants. Donc là aussi, c'est un bel exemple de nouvelles technologies dans la relation client, bien sûr.
vous arrivez en magasin et vous avez déjà votre wishlist, votre panier qui est prêt. Donc, le vendeur, il est déjà au courant de ce que vous voulez et peut vous assister dans la vente. Donc c'est un outil d'aide à la vente qui est super. On a d'autres technologies qui arrivent dans les magasins aussi. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé votre smartphone dans les magasins. Peut-être pas l'application qui est le moins cher. Je ne sais pas qui l'a déjà téléchargé, qui est le moins cher. Bon, personne. Je pense que les stats de Leclerc sont fausses alors. On travaille avec eux là-dessus. Donc on peut scanner les codes barres, on peut scanner tout un tas de choses. Là ici c'est le caddie connecté. Bon, vous prenez un caddie avec une tablette et puis avec le Li-Fi. Donc le Li-Fi c'est une technologie qui va permettre de vous envoyer un faisceau lumineux avec de la donnée dedans. C'est du Wi-Fi avec des diodes lumineuses et qui vous permet de vous localiser en fonction de la zone où vous êtes. Donc on va vous pousser du contenu particulier en fonction de tel ou tel rayon. Et donc là, ils ont lancé une expérimentation, c'est pour répondre à un problème, c'est pas qu'un essai technologique, c'est pour vraiment répondre à la question où sont mes promotions en magasin. Parce qu'il n'y a rien de plus pénible que de recevoir la brochure, se dire tiens, il y a un truc intéressant, et aller au magasin et pas le trouver. Alors, quand on discute avec les magasins, Leclerc notamment, le taux de caddie laissé à côté de la caisse parce que la personne n'a pas trouvé tout ce qu'elle voulait n'est pas nul. Hein. C'est quand même un taux qui est assez important et il y a une perte assez importante de denrées à cause de ça. Donc l'univers magasin est très intéressant. Bon, après forcément, les technologies amènent le magasin chez vous aussi. Hein. Donc quand on parle du bouton, on va en parler justement un peu après. Nous, on a lancé des expérimentations sur le print augmenté. Donc le print augmenté, par exemple ici chez Leclerc, on avait fait un calendrier de l'Avent géant où avec son smartphone, on venait le 3 décembre. On blimait et puis on pouvait gratter sur son smartphone et on avait un coupon. Donc c'était assez ludique, c'était assez sympa. Le souci, c'est que les gens, quand ils rentrent dans un magasin, ils vont acheter leur boîte de petits pois puis ils ressortent. Hein. Donc il ne faut pas estimer qu'il va y avoir ne serait-ce 1% de transformation. Parce que là, il y a des désillusions. Et ce qui est fort aussi, c'est qu'on arrive avec ces technologies-là à mesurer le taux de lecture du print. Donc quand une enseigne se rend compte qu'en fait que sa publicité n'est pas lue, grâce à ce genre de technologie, c'est une dure vérité à accepter. Il n'y a pas beaucoup de scans sur la brochure, oui, mais regardez, on a des statistiques, effectivement, les occasions de voir d'une publicité sont relativement faibles. Là, on parlait de stade connecté tout à l'heure avec le Stade Toulousain, donc on est en train de travailler avec eux là-dessus. L'idée, c'est que ces technologies-là, ça prend par la main la personne. Au bout d'un moment, l'homme est augmenté grâce à ces technologies-là. Il n'a plus besoin vraiment de savoir ce qu'il doit faire. Et là, en l'occurrence, la clinique Pasteur est venue nous voir en disant on a un problème, c'est que nos patients, enfin les patients qui viennent dans notre clinique se perdent. Et c'est tellement grand, il y a tellement de bâtiments, comment vous pouvez nous aider? Et donc, on a fait quelque chose d'assez unique. C'est qu'on a mis notre technologie sur la signalétique. Alors vous direz, c'est pas encore tout à fait déployé, c'est pas encore communiqué. Mais grâce à votre téléphone, vous allez pouvoir dire je vais voir tel docteur, et en le pointant sur ces points de repère, ça va vous dire tournez à droite, tournez à gauche. Il vous reste tant de temps pour y arriver. Voilà, ça vous rassure et ça vous déstresse par rapport à une visite dans une clinique, qui à mon avis n'est pas très on va dire ludique. C'est pas un parc d'attractions, hein, c'est pas Disneyland. Sauf quand on va voir son petit bout en train de naître. Là aussi, la même chose. Bon, je passe très vite. On a fait ça dans les rues de Paris. Ça existe. On augmente. Quelque part, on met l'audioguide que vous achetiez ou vous louiez dans un musée. En fait, on le met à l'extérieur. Parce qu'en fait, vous avez l'audioguide dans votre poche. Hein. C'est votre téléphone que vous avez devant vous. Hein. Il suffit de télécharger une application gratuite et puis vous connecter avec ces petits points de repère. Donc ça, c'est aussi intéressant parce que on l'avait fait, on a un dispositif au Muséum d'Histoire Naturelle et on apprend des choses avec la donnée. On s'est même aperçu qu'à un moment, ça scannait vraiment un endroit très particulier du Muséum d'Histoire Naturelle et on s'est demandé pourquoi. Alors l'histoire de la causalité par rapport au Big Data, est-ce qu'il y a une causalité? Et effectivement, il y a une causalité. Il y avait à cet endroit-là des inscriptions qui étaient complètement dans le noir parce qu'avec la scénographie, il n'y avait pas d'éclairage. Et on s'est dit, bah oui, ils utilisent le smartphone pour pouvoir lire de manière sur un écran rétroéclairé des informations qui sont ou qui ne sont pas sur le cartel qui sont face à eux. Donc on apprend des choses et on apprend des choses à nos clients. C'est assez marrant.
La brochure Disneyland Paris, c'est pareil. Ils ont découvert, l'équipe de publication a découvert qu'il y avait un événement à Londres de lancement de la brochure, parce qu'ils ont vu une grosse bulle de scan en novembre de je ne sais plus quelle année. D'autres technologies qui arrivent, vous entendez plus parler de géofencing, de iBeacon, je ne sais pas si c'est des concepts qui vous éclairent. Donc c'est l'utilisation de petites balises Bluetooth qui vont vous permettre en fait de vous détecter à une certaine distance, une certaine proximité. Si vous allez à la Cité de l'Espace à Toulouse, ils le mettent en place, ce petit dispositif, qui vous permet en fait de vous situer sur le plan et puis de savoir si vous êtes près d'une animation, si, dans l'agenda s'il y a un film qui va passer, vous êtes vraiment pris par la main. Donc ça c'est intéressant comme technologie, c'est un peu plus coûteuse que le BLIM forcément. Et par contre, ça nécessite aussi l'activation du Bluetooth. Donc derrière, il y a aussi une gestion de l'autonomie du téléphone qui est... le gros problème, je dirais, de ces technologies-là, c'est qu'effectivement, ça ouvre le canal ça laisse, on va dire, du contact permanent entre le magasin et votre téléphone, même si votre application est en background. Donc, quid des données de votre circulation dans le magasin. Donc il y a un problème vis-à-vis de l'utilisation de ces données. Il y en a qui se conforment à la CNIL, mais des applications qui, pour l'instant, récoltent la donnée et en font ce qu'elles veulent. Donc attention, donc là les applications qu'on voit tourner souvent, c'est les applications de géofencing. Je passe devant un magasin, je reçois le coupon. Voilà, je passe devant Zara, boum, je reçois un coupon Zara, parce qu'ils connaissent notre profil d'utilisateur. Donc l'expérience est personnalisée. C'est très intéressant parce que c'est du push, si on l'accepte, bien sûr. Il n'y a pas besoin d'aller chercher l'information, elle nous arrive directement. Je ne sais pas si des gens ont testé ça ici, statistiquement. Qui c'est qui a testé du... Oui. Ok. Vous voyez que ce n'est pas encore massivement adopté. Ça arrive, et puis ça arrive de manière de plus en plus seamless. En objet connecté, donc là, on est quand même, on rentre dans la bulle mieux vendre. Donc mieux vendre, mieux acheter. Là, on est sur un objet connecté qui est assez surprenant, qui a été introduit aux États-Unis en 2014, qui est le bouton Dash, Amazon Dash. Donc c'est un petit dispositif que vous mettez sur votre frigo. Et puis quand vous allez jeter votre packaging de lait, ben vous scannez le code barre et ça va vous mettre cet article-là dans un panier. Et donc, il suffit d'appuyer sur le bouton commander et Amazon Fresh, qui est la partie épicerie d'Amazon, vous prépare le panier, vous l'envoie dans la journée, voire le lendemain matin. Donc ça, c'est un gros challenger de tout ce qui est grande distribution classique. Nos grands retailers que sont Auchan, Carrefour et Leclerc ne voient pas du tout ça arriver. Et ça arrive bientôt parce qu'ils ont ouvert ça aux États-Unis en 2014 et ça a été ouvert, c'est ouvert depuis juin à Londres. Donc, autant dire qu'une fois que la logistique sera mise en place en France, il y en a qui vont s'inquiéter. Mais je pense qu'ils ne le voient pas arriver. En ayant des discussions avec eux, ils se disent non, ça ne va pas nous arriver. Nous, on est quand même des mastodontes. Les gens viennent chez nous, ça se passe bien. C'est un objet connecté qui permet d'acheter directement. Alors ça donnait des idées à des marques qui ont créé leur bouton Dash, le Dash Button, par exemple des fabricants de tablettes de lave-vaisselle, enfin des petites pastilles de lave-vaisselle, pour coller un petit bouton sur le lave-vaisselle pour dire j'ai plus de pastilles, hop, j'en renvoie. Et un peu toutes les marques le déclinent, il y en a quelques-unes qui le déclinent de manière assez sympathique. Alors, quand on a parlé avec Andreas du thème, bon, les nouvelles technologies, je balaye large. Là, la réalité virtuelle, vous connaissez. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des acteurs dans le jeu qui sont en train de sortir comme pas mal de nouveautés, notamment PlayStation, qui va sortir en octobre le PlayStation VR. Donc là, on va pouvoir avoir la réalité augmentée chez soi, enfin, la réalité virtuelle chez soi. Donc la réalité virtuelle, c'est mettre un casque et m'immerger dans un univers complètement virtuel. Donc ça va aussi démocratiser, un peu comme Nintendo démocratiser la réalité augmentée, en octobre. Donc vous allez voir ça arriver chez vous. Et donc forcément, si c'est chez vous, dans 2 ans, ça sera dans votre travail. Voilà, ça va être à peu près le taux de pénétration. On l'utilise déjà dans quelques niches, la réalité virtuelle.
la visite immobilière, on n'en a pas encore vu vraiment, mais il y a une application assez intéressante dans la visite industrielle, dans la visite haut de gamme. Si vous êtes, si vous avez un petit peu d'argent que vous voulez investir dans un appartement à Londres, par exemple, bon, bah, voilà, vous pouvez le visiter à distance grâce à ce type de dispositif. Et on a les startups à l'IoT Valley qui développent ce type de service. Donc, si vous voulez être renseigné par rapport à ce type de prestataire, on en connaît à l'IoT Valley. Ça, c'est un cas Ublim, donc connecter les objets sans mettre une puce. Donc, on met un blim, donc ce petit plastique, vous voyez. Ce blim code l'identifiant du produit. Et donc, grâce à ça, avec l'application Pinter, par exemple, on permet à tous les installateurs d'accéder aux informations techniques. Et donc, c'est hyper intéressant parce qu'on est dans du B2B. Donc, on peut imaginer le cas avec votre chaudière à la maison, qui a cette petite pastille. Mais Pinter a développé l'application pour votre plombier, pas pour vous. Alors, ce qui tombe bien, c'est que l'application, vous pouvez aussi l'utiliser, vous, d'un point de vue utilisateur final et accéder aux notices ou à votre carnet d'entretien. Mais ce qui est intéressant, c'est que Pinter investit dans une application B2B pour fidéliser son réseau d'installateurs. Ça, c'est assez... on sent que la culture marketing industrielle, enfin marketing dans l'industriel, commence à arriver à maturité. Et donc là, l'enjeu, c'est de faire gagner du temps aux installateurs et les fidéliser et faire commander les bonnes pièces détachées. Donc il n'y a plus besoin d'appeler Pinter, le SAV, ça fait gagner du temps à la marque. Et ça joue sur le capital marque. Ce qui est assez marrant, c'est que quand on introduit ça, il y a un an, il y a tous les concurrents qui sont venus nous voir. Tous les concurrents de Pinter qui sont venus nous voir, donc ça, voilà, ça fait un petit peu le buzz dans l'univers de ces produits. C'est des vannes hydrauliques. Autre produit connecté qui va permettre d'améliorer son quotidien, la relation avec sa maison, la maison connectée. Donc je ne sais pas si vous avez ce petit thermostat intelligent qui adapte automatiquement en fait, la température en fonction de votre présence. Donc c'est bourré de capteurs, c'est bourré d'intelligence. Et surtout, ça renvoie la data chez... c'est qui a racheté Nest? C'est Google? Je ne sais plus. Chez Google, ouais, je crois. Alors que le fondateur de Nest est un ancien d'Apple. C'est pas mal, le petit joke. Donc toute votre donnée, on en parlait tout à l'heure, vos données va chez les Américains. Voilà. Donc c'est cool. Et on sait ce que vous faites chez vous. On sait ça a été un des achats stratégiques. Ils l'ont racheté plusieurs milliards. C'était vraiment dément. Donc la problématique pour tout ce qui est objet connecté et toutes ces technologies-là par rapport à la relation client, c'est où est la donnée, quoi, et qui l'exploite. Donc nous, ce qu'on répond à nos marques, c'est que la donnée appartient aux marques. Elle est hébergée chez nous, sur nos serveurs, mais elle appartient aux marques. Par contre, si effectivement la totalité des fournisseurs de services sont des Américains, la donnée est chez les Américains. Voilà, donc les données type Waze, type Uber vont être exploitées demain par des Américains et vont nous inventer l'économie de demain en France. Voilà, je ne vais pas être alarmiste là-dessus. Dans la relation client, pour mieux accompagner après la vente, dans le support, il y a des mécanismes de chatbot qui sont en train d'arriver. Donc Facebook est en train d'ajouter de l'intelligence artificielle sur les outils de messaging. Alors ça permet de reconnaître des images, reconnaître des conversations, de la sémantique, et ça vous répond. Donc c'est assez flagrant, enfin dérangeant. Moi j'ai été victime de ça. J'ai envoyé un mail à quelqu'un, à une société qui utilisait un bot de réponse automatique. Bonjour, je suis Mélanie. Est-ce que tu es disponible à telle date pour telle prise de rendez-vous? Et à la fin, elle m'a calé un rendez-vous. Je suis allé au rendez-vous et puis on m'a dit que Mélanie n'existait pas. Voilà. C'était bluffant. Donc ça arrive. Demain, effectivement, derrière le bouton Darty, qui c'est qui va vous rappeler? Ça sera sûrement un chatbot. Voilà. Bonjour madame, vous nous avez appelé, qu'est-ce qui se passe chez vous? On sent que vous avez des problèmes effectivement au niveau de la température, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc ça arrive et ça va permettre plein de choses. Je pense qu'il va falloir quand même qu'on maîtrise ce genre de technologie. Ça peut aider effectivement à aller bien plus vite dans la relation client. Hier, j'étais chez un site c'était mercredi, chez un site de e-commerce qui fait du bricolage, qui est un géant sur Toulouse. Ils sont en train d'imaginer ce genre de service
dans leur relationnel client. Voilà. Parce qu'ils sont en train de vendre des marques de bricolage, et puis les marques, quand on installe, quand on utilise une perceuse, on a toujours un problème. Donc qui c'est qu'on va voir, la marque ou le retailer? Souvent c'est le retailer, et derrière, ça engendre du coût, donc le retailer veut simplifier la relation et donc mettre en place ce type d'outil. Ce qui est très fort, c'est qu'ils apprennent en continu, de manière personnalisée. Donc là, on est sur du big data temps réel. C'est du small data, c'est assez fort. Dans la partie alors, là, je suis dans la partie fidélisation. Fidélisation, c'est une fois que j'ai vendu le produit, effectivement, il faut que j'entretienne la relation continue avec la marque. Là, en l'occurrence, ce qu'on a travaillé avec Air France, c'est sur le billet, imprimer un blim. Alors, à quoi ça sert d'imprimer un blim? Vous savez que sur un billet, une carte d'embarquement, vous avez toutes les informations d'embarquement, sauf le terminal d'embarquement, l'heure d'embarquement. Et donc, en fait, en blimant, on affiche en réalité augmentée le terminal, le temps qu'il leur reste pour embarquer, et puis même, à terme, on développera la partie guidage. On vous prend par la main, il vous reste 5 minutes, vous tournez à droite, vous allez tout droit, vous allez à gauche. Voilà. Vous avez même le temps de passer chez Zara. Ça, bien sûr, vous allez me dire, ça existe dans l'application mobile. Ouais, sauf que les gens n'ont pas forcément l'application mobile. Certains ne savent même pas qu'elle existe. Donc le support physique, il est toujours là pour leur rappeler qu'il y a des applications mobiles, il y a des services qui sont disponibles quelque part. Et nous, avec notre technologie, on déclenche l'intention, d'utiliser l'application mobile. Et en plus, on fait un raccourci, parce que là, on a le numéro de vol. Donc là, on a toutes les informations pour qu'elle n'ait pas à cliquer 36 fois sur qui je suis, quel vol j'ai. On affiche directement l'information. Ça, c'est marrant parce qu'on a mis sur cette expérimentation un petit bouton, quel est votre avis? Comment vous verriez l'usage de cette technologie-là? Il y a eu un top 3 qui est sorti, c'était je veux un compte à rebours avant mon embarquement, donc ça c'est vraiment une code couleur qui me permet de savoir je suis dans le rouge ou je suis dans le vert. 2, c'était me faire guider parce qu'on n'est pas déployé le guidage. Et 3, retrouver ma place de parking. Retrouver ma place de parking, c'est marrant parce que c'est un usage qui était venu aussi dans l'utilisation qu'on avait en magasin. Et puis aussi à la clinique Pasteur. Donc en fait, on a des segments d'usage qui commencent à émerger dans notre technologie. Donc c'est assez marrant de le retrouver par de l'analyse d'usagers. Pour continuer à fidéliser, il va falloir apporter de plus en plus de services. Donc les constructeurs, ce que l'on voit, c'est qu'ils sont plus dans une logique de produire, ils sont dans une logique de service, comme disait tout à l'heure M. Gumson. Et donc là, c'est assez marrant parce que on voit l'économie qui est en train de se transformer. Quand on parle à Airbus Hélicoptère, ils nous disent on ne vend plus d'hélicoptères, on fait de notre marche sur du service. C'est exactement ce qui se passe avec l'économie mondiale. On est vraiment dans cette perspective-là. Donc là, il y a une petite boîte qui s'appelle Bytes qui permet de monter en réalité augmentée, enfin de faire du support en réalité augmentée. Donc c'est un service qui améliore le montage, le montage de ce genre ou le démontage, en reconnaissant l'objet. La reconnaissance d'image, c'est aussi une technologie qui commence à être mature. Quand on va reconnaître 1000 objets différents, ça fonctionne plutôt bien. C'est pas encore assez rapide ni fiabilisé. Mais on y arrive. Alors, je vais passer très vite dans l'usine. Donc là, écoutez, on pourra en parler un peu après, si vous voulez. Dans l'usine, on introduit ça pour que les opérateurs ne se trompent pas. Voilà. Tout simplement, ils aient leur documentation, les gammes de montage et toutes les informations pour pouvoir opérer sur un site. Donc on utilise des Google Glass et d'autres types de lunettes. L'objectif, en fait, pas l'objectif, mais ce qu'on arrive à mesurer nous en termes de gains, c'est qu'on fait économiser à peu près 30 minutes de travail par opérateur par jour. Donc ce qui est assez colossal pour un opérateur qui est sur une base de 7 heures par jour. D'autres technologies de reconnaissance d'images en 3D comme Dassault qui utilise Diotasoft, un de nos confrères, pour afficher les schémas électriques, tous les réseaux en superposition d'un avion. Donc là, ça permet d'améliorer très très vite la détection de défauts. Alors, est-ce qu'on en est jusqu'à l'assistance où on ne fait plus rien, où on est sur son canapé et puis c'est le robot qui fait la différence, enfin qui fait tout? Ça, on a largement débattu avec tous les intervenants d'avant.
enfin en tout cas on a échangé sur ce type de concept. Je pense que moi l'enjeu c'est sur la donnée. Je pense que je vois quand même beaucoup de gens qui sont déjà en retard dans la digitalisation de leur processus. Alors on a les collectivités qui l'envisagent, on a les grands groupes français qui l'envisagent, qui commencent à s'y mettre, mais ils ont tellement d'inertie à se décider que je sais que dans 3 ans, comme ils seront obligés de s'y mettre, ils vont prendre l'application qui est déjà prête, à savoir les applications développées par les Américains. Et donc la donnée va aller irrémédiablement, si on ne fait pas émerger des leaders français et européens, va aller chez les Américains ou chez ceux qui développent, qui ont déjà mis les moyens, comme disait la journaliste tout à l'heure, les moyens pour faire émerger des géants. Voilà, donc je parle de l'inertie des organisations à intégrer le digital. Bon, je pense qu'on a largement débattu tout à l'heure. C'est pas pour rien que je vais monter Youblim et que je suis plus chez Thales. Vers l'homme, est-ce qu'on va vers l'homme augmenté? Non, je pense que c'est vers l'homme valorisé. Il ne faut pas dévaloriser l'homme, bien entendu. Je pense que dans tous les cas, l'homme, c'est lui qui décide et qui agit sur le terrain, qui a la possibilité d'arrêter le processus. Par contre, ces technologies-là vont le recentrer sur ce qu'il sait faire, sur sa valeur ajoutée, et non le futile. Quand on interroge les techniciens dans l'usine, ils passent du temps à saisir, à aller sur les ordinateurs, à faire du travail administratif. Ça ne leur plaît pas. Quand on leur propose ce genre de technologie, ils le voient comme un changement bénéfique à leur travail. Et bien sûr, leur boss, bon, forcément, quand ils voient une demi-heure d'économiser, ils se disent ils vont peut-être faire une demi-heure de plus de travail sur d'autres choses. Sur la partie fabricant de produits, donc Michelin ou Legrand, qui grâce à notre technologie, ce type de technologie arrive à apprendre et à plus proposer de services, comme disait M. Gumson, eh bien on est plus, peut-être que la télévision qui avait peut-être une durée de vie de 10 ans il y a 20 ans et qui n'en a plus que peut-être 5 maintenant, va revenir à une durée de vie de, je sais pas, 20 ans. Ils vont se rémunérer, ces fabricants, sur du service. Donc on sera peut-être plus dans une économie durable, parce que le modèle économique va évoluer vers du service. Et bien sûr, l'enjeu, c'est de faire disparaître la technologie. Voilà, donc là, c'est la balance de demain qui vous donne... regardez juste la balance. Hein. Voilà. J'espère que, en tout cas, les interfaces seront beaucoup plus fluides que les smartphones que vous avez dans la poche, qui sont déjà fluides, mais qui demain seront intégrés à votre environnement. Je pense que c'est ça l'enjeu. Et donc nous, Youblim, on cherche justement à vraiment être seamless, vraiment pouvoir raccourcir la réponse par rapport au problème posé par l'utilisateur. Mais si demain il n'y a plus de smartphone, ça nous va très bien. Voilà, donc votre témoignage, une question. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ce que je vous ai montré ici. Si ça vous a appris des trucs, en tout cas on pourra en parler. Et voilà, see you. Merci Samuel. On prend 5 minutes pour des questions, si vous en avez. Est-ce qu'il y a des questions pour Samuel? Peut-être traiter extrêmement de sujets. C'est une question très rapide sur la technologie du BLIM. Dans la présentation, vous avez dit que vous n'alliez pas trop expliquer ce que c'était. Si vous pouviez en dire peut-être un petit peu plus, parce que je pensais à la technologie RFID. Enfin, il y a d'autres technologies qui aujourd'hui permettent d'avoir des éléments interactifs. Donc si vous pouviez nous donner peut-être un peu plus d'informations sur le BLIM. Oui, complètement. En fait, c'est une technologie qui s'assimile un petit peu au QR code dans le principe. C'est-à-dire que votre capteur photo, on va lancer votre appareil photo sur votre smartphone et il va détecter cette technologie, en fait, des cercles. Cette technologie faite à base de cercles. Donc on va pouvoir viser le BLIM et avoir une interface qui va s'afficher sur l'objet. Donc je vous fais une petite démonstration tout à l'heure sur ma carte de visite. Vous voyez ma photo avec des boutons LinkedIn, Facebook, Twitter, ma présentation commerciale qui s'affiche sur ma carte de visite. Donc ça peut très bien, ça fait apparaître en fait une console et de l'information sur un objet. Donc on l'envisage pour tout type d'application. Donc dans le monde, je disais les fabricants de produits comme Legrand qui cherchent à capter de la donnée et à apporter du service, mais aussi industriel. On travaille avec SPI à déployer ça dans les usines. Voilà, ça utilise le capteur photo, donc c'est pas cher puisque ça s'imprime à volonté. Et le plus grand bénéfice, c'est qu'on est 100% compatible de tous les capteurs photo. C'est-à-dire qu'il y a le QR code, il y a des difficultés à le lire, il faut se mettre de face, de près. Nous justement, on est parti user-oriented, c'est-à-dire vraiment l'utilisateur, il faut vraiment que ça lui parle, que ça soit facile à scanner.
Donc il n'y a pas besoin d'être de face, il le scanne de loin. Et on a utilisé une technologie développée dans un labo toulousain qui utilisait ça pour le cinéma, pour des effets spéciaux en 3D. Ils mettaient ça sur des fonds verts. Et donc on arrive à reconnaître la position dans l'espace de ce type de code, ce qu'on ne peut pas faire avec un QR code. Donc on a utilisé ça et on l'a marketé pour que ça soit quelque chose d'utilisable au niveau mass market. Voilà. Et vous pouvez en faire votre logo, voilà, votre smart logo, comme on dit, votre logo intelligent. Ouais. Le modèle économique de Ublim, c'est très simple. On a une plateforme web, donc avec un abonnement. Et derrière, on a, grâce à cette plateforme-là, on a des services, l'accès à la donnée, l'accès à des modules applicatifs. Hein. Si un commerce veut développer un jeu à gratter, il peut le faire depuis la plateforme. Et après, un nombre de codes qu'on achète one shot. Donc une fois qu'on a son code, son Blim, on le met sur sa carte de visite, on l'a ad vitam aeternam. Voilà, c'est le modèle. Et donc pour les fabricants de produits, c'est des volumétries qui sont tellement grandes qu'on est à quelques centimes, donc on est bien mieux positionné que du RFID. Voilà, sur une technologie qu'on maintient, qu'on héberge et puis qu'on ouvre de plus en plus aux développeurs. Donc on commence à ouvrir la technologie aux développeurs. Voilà.